Elle n'était pas encore morte, mais déjà vidée. Son visage, pâle comme la cire, reposait contre l'oreiller brodé d'or. Les rideaux pourpres de sa chambre étaient tirés, non pour cacher la lumière, mais pour dissimuler la vérité. La reine de France, Anne de Bretagne, n'était plus qu'une ombre, un souffle, une femme usée jusqu'à la moelle. Et tout ça, pour un trône. Lorsque les cloches de Blois sonnèrent en ce matin-là de janvier 1514, personne n'osa pleurer. Car il n'y avait pas seulement un deuil à porter, il y avait une honte à cacher. Anne n'était pas morte de maladie, ni même de vieillesse, elle n'avait que 36 ans. Elle était morte à petit feu, vidée par 16 années de grossesse incessante, de fausses couches sanglantes, de naissances endeuillées. 14 fois enceinte, 14 fois poussée à l'extrême, 14 fois sacrifiée au nom de la France. Mais qui était cette femme que l'on croyait forte comme un roc et qui s'est pourtant effondrée en silence? Pour comprendre la tragédie d'Anne de Bretagne, il faut remonter bien avant les draps trempés de sueur et les cris étouffés d'une énième chambre d'accouchement. Anne n'a jamais eu le choix. Née en 1377, fille unique de François II, duc de Bretagne, elle est dès l'enfance considérée non comme une personne, mais comme une clé. La clé du dernier duché encore indépendant de la France. À la mort de son père, elle devient à 11 ans duchesse souveraine. Mais ce titre, au lieu de lui offrir du pouvoir, la livre en pâture. Tout roi, tout prince, tout ambitieux la convoite, non pas pour elle, mais pour la Bretagne. C'est ainsi qu'à seulement 14 ans, elle est contrainte d'épouser par procuration Maximilien d'Autriche, un mariage aussitôt annulé par les Français, qui y voient un acte de trahison. Charles VIII, roi de France, assiège Rennes. Anne n'a pas d'armée, pas d'alliés, pas d'issue. En 1491, elle est obligée d'épouser Charles à son tour. Ce n'est pas une union, c'est une capitulation. Mais Anne n'est pas une reine docile. Elle fait promettre à son époux que la Bretagne restera autonome et que si elle meurt sans fils, le duché lui reviendra. Pourtant, dès le mariage consommé, Anne se transforme malgré elle en matrice royale. Son corps devient territoire stratégique, ventre national, outil de conquête. On ne lui demande pas son avis, on exige. Elle accouche une première fois en 1492 d'un fils qui meurt quelques jours plus tard, puis une fille, morte-née, puis un autre fils, mort en bas âge. À chaque perte, on lui murmure des mots de réconfort hypocrites, mais on lui fait surtout sentir l'urgence. Il faut un dauphin, il faut un héritier mâle, et vite. Le drame, c'est que Charles VIII meurt accidentellement en 1598, en se cognant la tête contre un linteau de porte. Anne, veuve à 21 ans, devrait théoriquement retrouver son duché. Mais non. Louis d'Orléans, futur Louis XII, monte sur le trône. Et que fait-il? Il fait annuler son propre mariage pour épouser Anne, sa belle-sœur, veuve du roi. Une manœuvre politique brutale, mais légale. Anne, une fois de plus, n'a pas le choix. Elle devient ainsi 2 fois reine de France, un destin unique. Et pourtant, ce double couronnement ne fait que doubler son supplice. Car la pression est encore plus grande. Il faut un héritier pour consolider l'union entre la France et la Bretagne. Louis XII veut asseoir sa dynastie et Anne, elle, doit produire. C'est là que commence la seconde série de grossesses. Encore et encore. Parfois à quelques mois d'intervalle. Son corps se délite, son esprit s'épuise. À chaque accouchement, on la redresse à peine, qu'on la replonge dans les draps conjugaux. Elle prie, elle pleure, elle saigne. Mais elle se tait. Autour d'elle, le silence des courtisans est assourdissant. Tout le monde sait, mais personne ne dit. Car dans cette cour brillante où l'on parle latin et poésie, le corps de la reine n'est qu'une chose. Une fonction. Un devoir. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que sur 14 grossesses, seuls 2 enfants survivront. Et aucun garçon. Ce n'est pas la guerre qui a tué Anne de Bretagne. C'est la paix. La paix cruelle des alliances politiques, des stratégies matrimoniales, de l'État qui vous regarde mourir lentement, au nom de la raison d'État. Les années passent, et avec elles, les saisons se répètent. Printemps d'espérance, été d'angoisse, automne de fatigue, hiver de deuil. Anne ne vit plus, elle survit dans un cycle qui lui échappe. Elle n'est plus qu'un corps d'État, une matrice nationale, un utérus couronné sur lequel reposent les ambitions d'un royaume tout entier. Mais dans l'ombre des tapisseries et des apparats, quelque chose s'éteint en elle, lentement, doucement, comme une chandelle que l'on laisse se consumer sans jamais la rallumer. Anne continue de porter la couronne avec fierté. Elle tient tête aux courtisans, signe ses lettres. Anne, duchesse des Bretons, ordonne des constructions, promeut les arts.
Mais ce qui l'anime n'est plus la vie. C'est la volonté de préserver un rêve, la souveraineté de la Bretagne. Car c'est là son combat secret, son obsession muette. La Bretagne, sa terre, son sang. Elle sait que chaque grossesse rapproche ce duché adoré de la domination française. Elle sait que ses enfants seront élevés à Paris, sous la tutelle du roi. Chaque naissance est une victoire pour la France, une défaite pour elle. Et pourtant, elle continue. Car on lui a arraché la liberté, mais pas la dignité. Louis XII, lui, n'est pas cruel. Il est même tendre à sa manière. Mais il est roi. Et un roi n'aime pas une femme, il l'utilise. Il n'a pas besoin d'Anne en tant qu'être humain, il a besoin d'elle en tant que dynastie. C'est ce que l'histoire oublie trop souvent. Le plus grand ennemi d'Anne, ce n'était pas son mari, c'était la monarchie elle-même. Pendant ce temps, son corps se fissure. Les saignements se font plus fréquents, les douleurs plus profondes. Elle marche avec peine, dort peu, mange sans goût. Les médecins murmurent le mot qu'on n'ose jamais dire à voix haute, épuisement. Mais peut-on diagnostiquer l'épuisement d'une âme? En 1503, elle accouche d'un fils, François. C'est un miracle, un héritier mâle. La cour exulte. On parle de fêtes, de liesses, de messes d'action de grâce. Mais l'enfant meurt avant son 2e anniversaire. Et Anne ne dit rien. Elle ne pleure plus. Elle ne peut plus. Chaque perte creuse un vide que rien ne comble. Même ses filles survivantes, Claude et Renée, ne suffisent pas à effacer le poids des tombes. Elle les aime, bien sûr. Mais elle sait qu'elles sont elles aussi promises à un destin d'enfermement doré, offertes comme elle à des alliances stratégiques. Leur liberté est déjà confisquée, scellée dans des traités. Un jour, elle se regarde dans un miroir et ne se reconnaît plus. Ce n'est pas le visage de la duchesse intrépide de Rennes qu'elle y voit. C'est celui d'une femme éteinte, aux traits tirés, aux yeux cernés de chagrin. Une femme qui n'a plus d'enfance, plus de corps, plus de futur. Elle tente un dernier acte de résistance, marier sa fille Claude à Charles de Habsbourg, futur Charles Quint, afin de maintenir la Bretagne hors des griffes françaises. Mais Louis refuse. Claude sera l'épouse de François d'Angoulême, héritier présumé du trône, futur François Clunier. Ainsi, la Bretagne sera définitivement annexée à la France, pour toujours. Ce refus, ce geste politique froid, est le coup de grâce. Anne comprend que sa vie n'aura servi qu'à cela, faire de la Bretagne une province. Tout ce qu'elle a enduré, tout ce qu'elle a sacrifié, ne fut pas pour préserver un rêve, mais pour le voir s'éteindre. Elle se replie, ne parle presque plus, ne visite plus ses jardins, reste des heures enfermée, seule, à broder. Peut-être y coude-t-elle sa douleur, fil après fil, dans un silence que personne n'ose troubler. Les courtisans, eux, commencent à l'éviter. Car on évite ceux qui souffrent, ceux qui déclinent. Le prestige de la reine faiblit. À la cour, les regards se tournent déjà vers la jeune Claude, vers l'avenir, vers la nouvelle génération. Et Anne, la grande Anne, devient transparente, comme une silhouette de tapisserie fanée, que l'on ne remarque plus que lorsqu'elle tombe. Mais une dernière scène reste à jouer. Une scène cruelle, digne des tragédies grecques. Une scène où le sang royal se mêlera au sang du supplice. Et cette scène, ce sera celle de sa fin. L'hiver 1113 fut glacial, pas seulement à Blois, où le vent cinglait les vitraux et le givre s'accrochait aux murs de pierre, mais surtout dans le corps d'Anne. Un hiver intérieur, définitif, un froid qui ne la quittait plus. Elle avait froid aux mains, froid au ventre, froid au cœur. Le feu crépitait dans la cheminée, les tapis de laine couvraient le sol, les courtisans parlaient de bas. Et pourtant, rien ne la réchauffait. Son corps n'était plus qu'un champ de ruines. Son dos se voûtait, ses jambes tremblaient, ses yeux, jadis si clairs, s'éteignaient doucement. Elle ne pouvait plus monter à cheval, elle ne pouvait plus marcher seule. Elle dictait ses lettres avec lenteur, parfois oubliant les mots. On parla d'une goutte aiguë, d'un mal royal, peut-être d'une arthrite destructrice, ou pire, d'un cancer rampant. Mais les médecins eux-mêmes n'osaient plus conclure. On la transportait en litière. Elle s'endormait en plein jour. Ses mains étaient déformées, presque inutiles. Parfois, dans des sursauts de lucidité, elle demandait qu'on ouvre les volets, qu'on lui apporte des nouvelles de Bretagne. Mais ces instants devenaient rares, de plus en plus rares. Autour d'elle, la cour murmurait déjà l'après. Claude deviendrait reine. François d'Angoulême serait roi. La Bretagne ne serait plus qu'un nom dans les livres. On discutait des fêtes à venir, des alliances nouvelles, des projets grandioses du futur monarque. Et Anne s'effaçait. Elle le savait, elle le sentait. Et pourtant, jamais elle ne se plaignit, même dans cette fin si lente, si inhumaine.
Même alors qu'on la saignait encore, oui, on pratiquait toujours la saignée, persuadé que faire couler son sang chasserait le mal. Mais il ne restait presque plus rien à évacuer. Ni force, ni colère. Juste une immense fatigue, comme une mer noire montée jusqu'au cou. Parfois, la nuit, elle délirait. Elle appelait ses enfants morts, ses fils perdus, ses filles qu'elle n'avait pas connues. Elle revivait ses accouchements dans la pénombre, les cris, les linges tachés, les silences après la mort d'un nourrisson. On l'entendait chuchoter. « Il respire? Est-ce qu'il vit? Dites-moi s'il vit. » Mais personne ne répondait. Un soir de décembre, elle demanda un confesseur. Pas pour avouer. Non. Anne n'avait pas de péché à confesser. Ce qu'elle voulait, c'était qu'on l'écoute. Elle parla longuement. De la Bretagne, de son père, de ses filles, de Dieu. Et à la fin, elle prononça une phrase que l'on grava plus tard dans les mémoires. « J'ai été 2 fois reine de France, mais jamais maîtresse de ma vie. » Le 9 janvier 1114, alors que la neige couvrait les toits, Anne de Bretagne rendit son dernier souffle. Elle mourut sans cri, sans drame, comme une lumière qui s'éteint, à 36 ans, usée, vidée, abandonnée. Et que fit-on alors, à la cour de France, devant ce corps brisé? On pleura, brièvement, on fit célébrer des messes. Mais très vite, on organisa les funérailles comme on organise une fête d'État. On transféra sa dépouille à Saint-Denis. On fit sculpter une sépulture magnifique. Mais derrière les marbres et les dorures, il n'y avait plus rien. Louis XII, veuf, ne perdit pas de temps. Moins de 3 mois après la mort d'Anne, il épousa une nouvelle femme, Marie Tudor, la jeune sœur du roi d'Angleterre. Une nouvelle alliance, un nouveau jeu de pouvoir. Et la Bretagne, elle fut définitivement annexée à la couronne. Le rêve d'Anne mourut avec elle. Mais dans le cœur des Bretons, un deuil plus profond s'installa. Pas seulement celui d'une duchesse, mais celui d'une femme sacrifiée par la raison d'État, brisée par les grossesses politiques, oubliée par les hommes, mais jamais par l'histoire. Car une dernière volonté d'Anne allait bientôt bouleverser le royaume et révéler, à sa manière, la révolte silencieuse d'une reine. On la croyait morte, et pourtant, elle parlait encore. Pas avec des mots, pas avec des larmes, mais avec un acte, un seul, un testament. Car Anne, dans sa clairvoyance douloureuse, avait compris qu'on ne la laisserait jamais parler de son vivant. Alors elle avait choisi de parler après les cloches, après les messes, après les discours officiels, quand le monde tournerait déjà sans elle. Dans ce testament, rédigé plusieurs mois avant sa mort, elle n'avait pas demandé d'or, ni de statue, ni même de prière particulière. Non, elle avait demandé une chose simple, et pourtant explosive, que son cœur soit prélevé, mis à part et ramené en Bretagne, placé dans un reliquaire, enterré dans la terre qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Un geste de tendresse? Non. Un acte politique, un cri muet. En choisissant de séparer son cœur de son corps, elle séparait la femme de la reine, la duchesse de l'épouse royale, la Bretagne de la France. C'était sa manière de dire « Vous avez eu mon corps, vous avez eu mes enfants, vous avez eu mon nom, mais vous n'aurez jamais mon cœur. Mon cœur appartient à la Bretagne, et il y retournera. » Louis XII, contraint, accepta. Il n'osa pas défier publiquement la volonté d'une morte. Le cœur d'Anne fut donc prélevé, placé dans un petit coffret de plomb doré en forme de cœur, gravé de lettres gothiques, d'hermine et de lys. Et ce cœur, fragile, solitaire, traversa la France, en silence. Il arriva à Nantes, sa ville natale. Il fut enterré dans la crypte de la chapelle des Carmes, à côté de ses parents. Là où tout avait commencé. Pendant ce temps, à la cour, on passait à autre chose. Louis se remaria, comme prévu. La Bretagne fut fondue dans le royaume. Claude, sa fille, épousa François d'Angoulême, qui devint François Pleignier. On ne parla plus guère d'Anne. Elle devint une figure d'archive, une légende de tapisserie, une silhouette sur les vitraux. Mais dans les campagnes bretonnes, on ne l'oublia pas. On la nommait la bonne duchesse. On murmurait son nom dans les contes, on l'évoquait en priant. Elle était celle qui avait tout donné, jusqu'à la vie, pour un peuple qui n'avait plus de voix. Elle n'était plus reine, elle était mémoire. Et ce cœur, enfoui dans la pierre, battait encore, symboliquement. Il battait pour tous ceux qu'on avait forcés au silence, pour toutes les femmes transformées en outils, pour tous les peuples avalés par des royaumes plus grands. Des siècles plus tard, pendant la Révolution française, ce reliquaire fut profané, ouvert, jeté.
Mais il fut retrouvé, conservé. Et aujourd'hui encore, dans un musée de Nantes, on peut voir ce cœur d'Anne de Bretagne, presque intact, suspendu dans son silence d'or. Un silence plus éloquent que toutes les paroles. Anne de Bretagne ne fut pas une héroïne de guerre. Elle ne mena pas d'armée. Elle ne signa pas de grandes lois. Mais elle mena une bataille invisible, celle de rester elle-même au sein d'un monde qui la dévorait. Elle fut une enfant piégée, une épouse contrainte, une mère brisée, une reine sacrifiée. Et pourtant, dans sa mort, elle offrit au monde un message. Même brisée, une femme peut encore choisir où battra son cœur. Voilà la véritable couronne d'Anne. Pas celle d'or qu'on lui posa 2 fois sur la tête, mais celle, invisible, de la dignité silencieuse et de la résistance intime. Et dans ce cœur, désormais immobile, résonne encore le battement d'un peuple, d'un combat et d'un nom que l'histoire n'a pas pu faire taire.